première curiosité au niveau des livres? Alors, curiosité, je sais pas, parce que c'est venu très naturellement et très vite. En fait, ma mère se souvient qu'elle m'a trouvée en train de lire, alors que mes parents me lisaient des histoires, ma mère me lisait des histoires, alors que nous étions en vacances, je ne sais plus où, à l'Oléron, je crois, et j'avais un livre de contes. Et un matin, elle m'avait dit, la veille, tu nous réveilles pas, hein, surtout, tu restes dans ton lit, tranquille, à l'hôtel. Et elle m'a trouvée en train de lire le conte. Donc j'avais 5 ans. Et je me souviens avoir dévoré ces contes. Et puis, 1 an et demi plus tard, en début d'été, je me suis cassé la jambe, le 2 juillet, au bord de la mer. Donc l'été était fichu. Et j'étais en demande de livres tout le temps. Mais des livres d'enfants, hein, Jojo Lapin, oui, oui. Et j'ai commencé à lire un livre par jour à ce moment-là. Et là, ça y est, ça a démarré. Et puis, évidemment, je suis passée assez rapidement aux Fantomettes, qui étaient vraiment les filles de ma génération. Et ma mère me laissait, quand elle allait faire ses courses, au rayon du supermarché où il y avait les livres. Et j'avais le temps de lire un livre pendant qu'elle faisait ses courses. C'est gai, ça. Voilà. Moi, j'étais libraire. J'adorais voir les enfants qui étaient, je veux dire, pendant des heures, alors que la plage était là, parce que ça se passait à la côte belge, que la plage était là, il y avait du soleil et tout, mais ils étaient dans... Ah, mais moi, le nombre de fois où je suis allée en librairie et j'ai lu un livre complet debout en attendant un cours. Vraiment, c'était... Moi, je m'amusais à demander aux enfants s'ils s'amusent avec le livre. S'amuser, c'est quoi, monsieur? J'ouvrais un livre qu'ils avaient acheté un jour ou deux avant, et plus on regardait, plus je me demandais, ce mot-là, tu penses que Bobonne connaît ce que ça veut dire? Ah, je ne sais pas, monsieur. Demande-lui une fois. Donc l'enfant rentrait à la maison, reprenait ses livres, regardait. Dis Bobonne, tu sais ce que ça veut dire, ça? 3-4 jours après, les gens revenaient en disant, mais qu'est-ce que vous avez inventé comme un jeu? Ils sont toujours à nos basques maintenant. Les enfants ne jouent pas toujours avec les ouvrages qu'ils ont. Hein. Alors moi, je ne jouais pas tellement avec les ouvrages que j'avais, hormis le fait que j'aimais tellement mes Fantomettes que j'ai commencé à écrire en ajoutant des chapitres. Mais c'est pas un jeu qu'on me faisait faire, hein. C'est moi qui essayais de... Ah, je voulais tellement que ça dure plus. Et je crois que mes livres d'enfants, je les ai tous lus 20, 25, 30 fois. Et j'ai toujours ma bibliothèque d'enfants. Oui, moi aussi, moi j'ai toujours en fait des livres qui sont là, qui datent des années 50. Mes premiers livres, je les ai encore. Oui, moi aussi. Moi, c'est du Henri Bosco, L'Enfant et la rivière. Ah, j'ai aussi. J'ai aussi. Il y avait une collection qui s'appelait Mille Soleils chez Gallimard. Et je les ai encore tous. Il y avait une collection qui s'appelait la Bibliothèque internationale, qui était magnifique. Et j'ai encore tous les livres. J'ai aussi tous mes clubs de saints. J'ai la chance d'avoir hérité de la maison de mes parents et dans laquelle il y a ma bibliothèque d'enfants, donc elle n'a jamais changé. Voilà. Un professeur vous a marqué? Oui, j'ai aimé ma professeure de français en seconde, qui a dû disparaître depuis longtemps parce qu'elle était déjà âgée, elle marchait très difficilement. Elle n'était pas très exigeante sur le français, mais elle adorait nous faire lire et nous raconter. Donc on lisait à haute voix, mais on lisait, c'était pas de la littérature vraiment, c'était Agatha Christie. Et moi j'aimais déjà tellement Agatha Christie, j'aimais Alexandre Dumas, j'aimais Jules Verne. Donc elle allait dans mon sens en fait. Alors je ne suis pas certaine que ça ait été une ouverture considérable. En revanche, je me souviens, en terminale, j'avais pris une option français alors que j'étais en scientifique. Et on avait dû lire les Thibaut. Et ça a été mon premier coup de foudre, on va dire, d'adulte, parce que dans les Thibaut, le héros, Jacques, récitait du Gide. Et alors j'ai été curieuse. Et je suis allée lire Gide, et parce que c'était dans les Thibaut, et là je suis tombée amoureuse de la langue de Gide. Et après, la curiosité littéraire s'est mise en marche. Donc je dirais que ma curiosité littéraire, elle date de mes 16 ans. Avant, j'étais boulimique de lecture. Ça, un livre par jour, ça ne m'a pas quitté. Mais la littérature est venue tardivement. Parler à haute voix, dans la campagne, dans la forêt, ça vous arrive? Pas tellement. Bien que je vienne de la campagne et de la forêt et que j'y sois retournée pendant le confinement, j'adore m'y balader, je rêve beaucoup, mais je ne parle pas tellement à haute voix. Et pourquoi? Pourtant on entend, ça résonne.
Je ne sais pas, c'est pas une habitude C'est que pas j'ai une habitude. prise, non. Sans doute parce que je vis en ville depuis très longtemps et que j'ai des voisins et que... Et puis la voix parle dans ma tête, D'accord. beaucoup. Oui. Et donc j'écoute plutôt la voix dans ma tête que je ne lui parle. C'est vrai qu'il y a une façon de vous découvrir dans l'écriture, c'est qu'on a toujours l'impression que vous vous dédoublez. Vous parlez dans votre tête, mais en réalité, lorsqu'on est dans la lecture de vos romans, on a toujours l'impression là-bas qu'il y a une ombre. Ah oui? Oui, c'est l'impression que j'ai. C'est étonnant. Oui, et on y reviendra un peu dans l'ouvrage qui nous attire, qui vous attire chez nous aujourd'hui. Mais je dois dire, ça c'est quelque chose que j'ai découvert très tôt chez vous. C'est étonnant, c'est la première fois qu'on m'en fait la remarque. Alors ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours eu l'impression de vivre deux fois. Voilà. C'est-à-dire que j'ai une vie là, je suis là. Mhm. Enfin là, enfin, je suis vraiment là. Je suis là, corps et âme. Mais vous vous voyez. Non. En revanche, il y a bien des fois où je suis là, je vis, mais je vis une autre vie dans ma tête. C'est ça. Et très très souvent. Et en plus, je vis aussi une troisième vie qui est celle de l'écriture. Mhm. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir des vies multiples. C'est passionnant là. Mhm. Parce que c'est chaque fois un roman différent sur le même fait, Oui, sur le même endroit. oui. D'ailleurs, j'avais écrit un livre qui s'appelait Le privilège des rêveurs et qui disait en substance qu'en fait, nous vivons dans la fiction. Mhm. C'est-à-dire entre le passé qu'on se raconte, mais qu'on réinvente en fait, l'avenir qu'on anticipe, mais on n'en sait rien, les gens auxquels on parle, mais on comprend ce qu'on a envie de comprendre, tout ce qu'on recrée, finalement, on est un peu toujours dans la fiction. Le réel n'existe pas beaucoup. Quel est l'écrivain que vous idolâtrez? Alors, par mon métier, je suis obligée de lire tout le temps. Mhm. Et donc, j'ai cessé d'idolâtrer des écrivains, Ça c'est dommage. puisque je n'ai pas tellement la capacité de relire, puisque je suis tout le temps dans la lecture du contemporain. Je pense que si je devais relire, d'abord j'aimerais relire Proust, que j'ai lu maintenant il y a longtemps, puisque c'était quand j'étais enceinte, j'ai été immobilisée 2 mois et j'en ai profité pour lire la recherche du temps perdu, j'aimerais bien le relire. J'ai relu plusieurs fois certains Dostoïevski et je me suis rendu compte que je comprenais des choses différentes en vieillissant et que même mes personnages préférés changeaient. Les frères Karamazov, je l'ai lu 3 fois. La première fois, j'adorais Alyosha, qui me ressemblait, je pense, jeune. Et puis la deuxième fois, j'ai préféré Ivan, qui était l'intellectuel. Et la troisième fois, j'ai enfin compris Dimitri. Et donc, je pense que j'aimerais relire Dostoïevski. J'ai beaucoup aimé Elsa Morante. Est-ce que j'aurais envie de la relire absolument? Je ne sais pas. Parce que ça a été important dans ma vie au moment où je l'ai lu, mais pas forcément aujourd'hui. J'ai un livre fétiche que j'aime beaucoup, qui est La conscience de Zeno. Je ne l'ai pas relu depuis longtemps, d'Italo Svevo. Mais c'est vrai que si on me demandait d'écrire un texte sur un livre qui m'a marqué, ce serait peut-être La conscience de Zeno d'Italo Svevo. Développez un peu. Pourquoi? Alors, parce qu'ensuite, La conscience de Zeno, je me suis rendu compte aussi a posteriori, avait dû m'inspirer dans sa manière d'être, puisque j'ai écrit il y a déjà longtemps un livre qui s'appelait Non, ma mère n'est pas un problème, dans lequel le héros s'appelle Aaron Pierre. Et en relisant La conscience de Zeno, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'avais mis dans Non, ma mère n'est pas un problème, en fait, m'étaient inspirées de la conscience de Zeno. Et je n'en avais pas conscience au moment où je le faisais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai découvert, en faisant une petite recherche sur Italo Svevo que je n'avais jamais fait avant, que le véritable prénom d'Italo Svevo, c'est Aaron. Et alors que quand le prénom de mon personnage principal m'était venu, je n'avais absolument aucune idée du fait qu'Italo Svevo était Aaron. Donc j'ai l'impression d'avoir été très proche d'Italo Svevo pour des raisons qui m'échappent, mais une ne m'échappe pas, c'est son rapport avec la cigarette. Il a écrit, enfin, les éditions Rivage avaient publié un livre qui s'appelait Dernière cigarette, et c'était tous les textes qu'il avait pu écrire autour de ces dernières cigarettes, parce que Italo Svevo a arrêté de fumer au moins 1500 fois, et moi-même beaucoup aussi.
Et puis, et donc le rapport d'Italo Svevo avec la cigarette, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Et puis finalement, de quoi est mort Italo Svevo? Ben, pas du tout de la cigarette, il s'est tué dans un accident de voiture. Alors à l'époque, je me disais, je peux fumer tout ce que je veux, de toute façon, le destin me rattrapera d'une manière ou d'une autre. J'ai quand même arrêté de fumer. L'écriture a évolué chez vous. Oui. Est-ce parce que c'est une écriture qui a quitté la main, qui s'est mise sur le clavier? Est-ce que ça a eu une grande importance pour vous? Non, parce que tous mes romans publiés ont été écrits Typés. sur le clavier. Donc, en revanche, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, je suis venue à l'écriture par la lecture et non pas par la littérature. Et donc j'ai réussi à écrire un premier roman quand je devais avoir 13 ou 14 ans parce que j'étais encore dans la littérature de jeunesse. Donc j'étais pas stressée. Et puis j'ai découvert la littérature à 16 ans, comme on en a parlé déjà. Et là j'ai commencé, je pense, à être intimidée par la littérature. Pourquoi? Par la justesse des mots, la justesse des phrases? Par, la façon dont oui, la par pensée... une beauté qui me dépassait. Et là, parce que j'étais intimidée, je n'arrivais plus à écrire. J'avais commencé à travailler autour de la Shoah, la mémoire juive, etc. Et je n'arrivais pas à finir. J'ai mis 10 ans avant d'écrire ce qui allait devenir mon premier roman, qui était les Matrioshkas, autour de la mémoire juive. Et si j'ai mis autant de temps, c'est parce que j'ai été d'abord très intimidée par la littérature. Et en fait, à un moment donné, j'ai réussi à franchir le cap en me disant, alors j'arrête de me soucier de littérature, je me soucie uniquement de ce que j'ai envie de dire, je vais au bout, et puis j'arrête de me relire, parce que si je me relis, je mets à la poubelle, donc j'avance. Et les Matrioshkas, j'ai réussi à l'écrire comme ça, en ne me relisant pas et en avançant. Ce qui veut dire que, en fait, l'écriture, mon écriture de départ, c'était une écriture au fil de la plume, qui était destinée à être efficace, à raconter une histoire et à aller de l'avant. Ensuite, mon écriture a évolué parce que je me suis lancée plusieurs fois des défis différents dans les romans. Les éditeurs, enfin, ou éditrices ont un peu corrigé le tir ou ont... Non, c'est... en fait, par exemple, mon troisième roman, qui s'appelait Salam, c'était une histoire contemporaine, mais d'une femme qui devait reconstituer à partir de bribes de romans intimes, de journaux intimes, l'histoire d'une personne dans le passé. Et quand le livre est sorti, une personne proche de moi m'a dit « Oui, j'ai beaucoup aimé ton livre, mais quand même, il y a un truc, c'est que l'écriture du passé est la même que l'écriture du présent. » Et je dis bah, « C'est volontaire, parce que puisque c'est la personne du présent qui reconstitue, elle réécrit dans un style contemporain. » « Ah oui, mais quand même, c'est peut-être que tu n'aurais pas été capable de faire une écriture... voilà. » Et ça m'a interpellée, donc j'ai écrit par exemple un roman qui s'appelait Une Traviata et qui était un roman un peu anglais victorien, et alors là pour le coup avec une écriture extrêmement surannée. Voilà, donc ça m'a donné un défi supplémentaire. Je ne dis pas que c'est très réussi, mais ça m'a obligée en fait à rechercher autre chose. Et en fait, peu de temps après, j'ai écrit un recueil de nouvelles, et ça a marqué aussi un tournant. Parce que c'était des nouvelles très courtes, qui donc m'obligeaient à rendre ma pensée extrêmement concise, mes phrases extrêmement précises. Et là, je pense qu'une étape a été franchie. Et le roman qui a suivi, qui était Cet effrayant besoin de famille, eh bien, était différent. Enfin, l'écriture était sans doute beaucoup plus ciselée, beaucoup plus travaillée que l'écriture du début. Et puis voilà, et de fil en aiguille, chaque texte, en fait, me demande de régler un problème différent. Et je pense que j'acquiers, quand même, heureusement d'ailleurs, après 30 ans d'écriture, peut-être une aisance avec la phrase qui me permet d'aller plus loin dans la pensée, dans l'écriture même. On fait un bond en arrière, on revient au premier manuscrit. Oui. 30 ans en arrière, oui. C'est gai. Comment se crée le départ de cet ouvrage? Les Matrioshkas? Oui. Comment? Alors en fait, je voulais travailler, ça faisait longtemps que j'écrivais des débuts de textes autour de la mémoire juive, alors autour de la Shoah au départ, et puis ensuite
j'ai fait des études de journaliste et au cours desquelles j'ai eu des cours d'histoire et je devais écrire un mémoire sur un sujet. J'avais choisi déjà la mémoire juive post-Shoah, donc l'affaire Finali, etc. Enfin, bref. La manière dont l'imaginaire s'est bâti après la Shoah. Et j'avais créé pour ça des personnages, une transmission de personnages, mère, fille, petite fille. C'était des bouts, des bribes, ça marchait pas. Et en fait, j'étais dans l'atelier d'un ami à moi, qui était un peintre beaucoup plus âgé que moi, un ami de mon père, très inspiré par l'expressionnisme allemand. Et je ne sais pas comment cette phrase m'est arrivée. L'étudiant allemand avait 20 ans quand il est arrivé dans l'appartement des M. Et là, en trouvant la figure de l'étudiant allemand, tout le fil s'est déroulé. Et là, je me suis mise à écrire, et en 2 mois, j'ai réussi à bâtir mon histoire. Alors, en fait, pour les jeunes auteurs, les jeunes écrivains, on a un ouvrage qui se termine. Comment va-t-on trouver l'éditeur? Oh, alors là, c'est très compliqué. J'ai envoyé... alors, ce qui a été compliqué, en fait, c'est que j'ai terminé ce livre un samedi. Et le lundi matin de bonne heure, ma mère m'a appelé et mon père était mort dans son lit. Brutalement. Là, j'avais 25 ans. Et ce qu'il y a, c'est que dans ce manuscrit, il y avait une personne âgée qui mourait dans son lit. Et il se passait un peu ce qui finalement s'est passé. C'est que je ne pensais même pas qu'on pouvait garder un mort chez soi et vivre autour. C'est ce que j'avais écrit dans mon livre. Et je suis arrivée chez moi et nous avons vécu autour du corps de mon père pendant les 3 jours qui ont précédé son incinération. Et j'étais assez frappée par les similitudes. Et pour ma part, j'aurais probablement mis ce roman dans un tiroir et je l'aurais abandonné. Et puis c'est une personne proche de moi qui m'a dit non, 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 pas du tout, on va faire des photocopies et je vais l'envoyer à des éditeurs. Donc j'ai su à quels éditeurs il l'avait envoyé, parce qu'en recevant toutes les lettres de refus, j'ai à peu près pu voir qui avait reçu le manuscrit. Et il se trouve que cet ami était plutôt poète, et donc l'avait envoyé aussi quand même à des éditeurs qui étaient plutôt dans la poésie. Et mon livre n'était pas du tout poétique. Donc forcément il y a eu un problème d'adéquation. Et le dernier éditeur auquel il l'a envoyé, j'avais arraché la page de garde parce que j'avais déjà reçu beaucoup de lettres de refus, et il l'a envoyé chez un éditeur qui s'appelait Zulma, parce que lui-même avait connu quelqu'un à l'époque où il était au Castor Astral. Et donc c'est arrivé chez Zulma avec juste un numéro de téléphone. 1 an se passe, 2 ans se passent, et je m'apprête à quitter l'appartement dans lequel je suis, qui correspondait au numéro de téléphone qui était sur ce manuscrit, lorsque je reçois un coup de fil, mais vraiment presque une semaine avant de déménager, ce qui veut dire qu'après 3 ans, à 15 jours près, c'était trop tard, et de l'éditeur qui me dit voilà, nous avions reçu il y a quelques années un manuscrit qui n'a pas de nom, nous recherchons l'auteur. Je dis ah ben ça tombe bien, c'est moi. Et nous nous rencontrons. Et à cette époque, Serge Safran et Laure Leroy, qui étaient donc les éditions Zulma, me disent ben oui, on a envie de vous publier. C'est une sorte de miracle quand même. Moi, on a le cas ici avec un ami, hein. Il a envoyé 1 an et demi, 2 ans un ouvrage dans une maison d'édition que je ne vais pas citer. Et puis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans après, la personne, l'éditrice entre guillemets, qui avait reçu sur son bureau le manuscrit à devoir lire, change de maison d'édition, met de l'ordre dans son bureau, fait un tri, elle soulève quelques feuilles, elle tombe sur quelque chose dont on ne sait pas arrêter la lecture. Elle dit je le laisse où je suis ou je pars avec. Elle retrouve les coordonnées de l'auteur et lui explique écoutez, je viens de redécouvrir votre ouvrage, je n'ai pas abandonné la lecture, mais je change de maison d'édition, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit écoutez, gardez-le. Donc elle vient de changer de maison d'édition, elle l'a présenté au comité de lecture, il vient d'être édité chez Gallimard. Vous dites 1 an et demi, 2 ans après, hein. À quoi ça tient parfois, hein. Donc voilà. Vous avez des rames qui sont en train de battre le flot du temps qui nous était imparti. Ah bon? Ces rames
sont-elles un oubli ou bien elles nous portent vers l'île du docteur Faust? Elles peuvent nous porter vers l'île du docteur Faust. Voilà. Le docteur Faust, moi je viens de faire une chronique où je me suis amusé à oublier l'ouvrage, mais à citer pour moi les 8 personnes qui vont prendre l'embarcation pour se rendre sur l'île. Je ne parle pas à part du docteur Faust des autres personnes, parce que vous allez peut-être nous en parler, mais je ne préfère qu'on n'en parle pas. Mais vous avez vécu ce moment à partir vers une cure de jouvence? Non, jamais, mais Voilà. ce serait assez un fantasme. D'ailleurs, on n'écrit pas tellement sur les choses qui se sont passées, on écrit peut-être sur les choses que l'on redoute. Voilà. Et donc, forcément, on redoute le passage du temps. Et la question c'est, et si on m'offrait la possibilité d'avoir de nouveau 20 ans, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, c'est la question de ce roman, puisque il est offert à ces 8 femmes qui vont partir sur l'île du docteur Faust la possibilité de retrouver leurs 20 ans. Alors, en échange de quoi, c'est toute la question. Et la personne qui raconte l'histoire n'a pas encore signé le pacte, donc Sydney. Donc la question qui va se poser pour elle, c'est je signe, je ne signe pas, est-ce que ça vaut la peine de retrouver ses 20 ans, pourquoi faire, et qu'est-ce qui peut donner envie de vieillir. Elles sont 9 sur l'embarcadère. Elles sont 8 sur l'embarcadère, ah oui, c'est ça, elles sont 9 et il n'y en a que 8 qui vont descendre sur l'embarcation. Voilà, parce que l'une, justement, a peur, c'est-à-dire quand on voit arriver la petite barque, que la nuit est déjà tombée, et que le passeur ressemble fortement à Lankou, qui est le personnage breton qui symbolise la mort. Bon, il y en a une qui se dit, bon, je vais peut-être pas devenir jeune, c'est pas grave. Et les 8 autres filent sur l'île du docteur Faust. C'est une ambiance, il y a toute une ambiance depuis le début, les premières pages, les premiers mots. On est plongé dans une atmosphère. Oui. Vous êtes une créatrice d'atmosphère. Ah bah c'est gentil de me dire ça. Oui. En tous les cas, oui, je l'espère. Enfin, il y a une étrangeté dans ce roman, mais il faut dire que le sujet en soi est étrange. Et quand on lit tous les livres qui ont été écrits sur le mythe de Faust, c'est toujours des atmosphères assez étranges, ou burlesques, ou loufoques. Enfin, c'est bizarre. De toute façon, la rencontre avec le diable est forcément bizarre. Mais d'où est venue aussi l'idée de l'ouvrage? Elle est venue... De lecture, d'accord, ou bien... Oui, alors pas seulement, c'est que j'aime revisiter les mythes. Oui. J'aime les revisiter au féminin. Et donc, forcément, le mythe de Faust attendait son tour. Et le bon moment est arrivé. Le moment où le passage, le basculement dans un autre âge, forcément pose la question de « et si le retour en arrière était possible ?» Auriez-vous pu endosser? Tous. 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 Voilà, plutôt la question, oui. Voilà. Tous, parce qu'en fait, donc toutes ces femmes, les 7 autres, ont été happées par un point faible différent. Et elles ont toutes une caractéristique qui correspond à un aspect de Sydney. C'est d'ailleurs ce qui va lui faire peur, quand elle va se rendre compte que toutes, aussi différentes soient-elles, correspondent à un aspect d'elle-même. Et toutes lui présentent une vie qu'elle aurait pu vivre si elle avait pris un autre embranchement. Mais on a ça dans nos vies, en fait. On se dit toujours, ah, et si à ce moment-là de ma vie, j'avais fait tel autre choix, qu'est-ce que je serais devenue? D'ailleurs, j'ai souvent écrit à partir de ça. C'est-à-dire, je regarde un embranchement que je n'ai pas pris et je me dis, ah, qu'est-ce que j'aurais pu vivre si j'avais pris cet embranchement-là? Et là, elle se retrouve face à 7 femmes qui, toutes, lui proposent à la fois une image d'elle-même, une image d'une vie qu'elle aurait pu vivre, et toutes ont un point de faiblesse par lequel elles ont été happées. Alors elle se dit, peut-être c'est diabolique, c'est peut-être justement c'est un miroir à 8 faces. Voilà, et puis c'est peut-être un subterfuge du diable pour mieux la harponner. Maintenant, il y a aussi une vérité, c'est que nous sommes toutes des femmes d'une certaine génération, et donc forcément, nous avons des points communs. Et toutes les vies ont quelque chose à réparer.
toutes les personnes, quand elles pensent à leur passé, se disent « Ah, ça, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais différemment. » Donc... Mais comment peut-on succomber à la tentation du diable, justement? C'est très facile de succomber à la tentation du diable. Ah bon? Expliquez-moi. Il suffit de vouloir quelque chose, d'avoir envie de quelque chose et que brusquement on vous le propose. Ah, c'est si simple. Oui, c'est si simple. Ces femmes, il y en a une qui a envie de connaître l'amour, il y en a une qui n'a pas eu d'enfant et qui aimerait en avoir, il y en a une qui a raté sa carrière et qui aimerait faire une belle carrière, il y en a une autre qui aimerait se venger parce que son ex l'a flouée. Bref, ou il y en a une qui est là parce qu'elle a fait tellement de chirurgie esthétique qu'elle est finie par être complètement déformée. Donc elle se dit, mais si je pouvais revenir en arrière, je ne la ferais pas cette chirurgie esthétique. Donc, oui, toutes ont quelque chose qu'elles désirent très fortement et que brusquement on leur propose. Et on leur propose, moyennant de l'argent. Alors toutes n'ont pas le même tarif, parce que celle par exemple qui a peu d'argent, elle, on lui a fait gagner un concours. Donc elle est convaincue qu'elle a gagné un concours. Donc c'est gratuit. Et puis celle qui a fait beaucoup de chirurgie esthétique, elle est la femme d'un milliardaire. Donc forcément, elle, c'est très cher. Parce que si on lui avait offert gratuitement, elle se serait dit, il y a anguille sous roche. Donc elles pensent toutes que le prix à payer, c'est un prix d'argent, mais évidemment non. Mais voilà pourquoi c'est simple. Le docteur Faust. Le docteur Faust. Le docteur Faust. Elles sont surprises, ce n'est pas le docteur. Alors voilà où intervient ma manière de regarder les mythes au féminin. C'est que l'histoire de Faust, du docteur Faust, c'est la jeunesse, c'est l'envie de jeunesse associée à la connaissance, associée au pouvoir. Et donc dans notre société actuelle, c'est intéressant de regarder le pouvoir du côté du féminin et cette injonction de rajeunissement du côté du féminin. Donc le docteur Faust, c'était intéressant qu'elle soit une femme. Mais le plus intéressant, ce n'était pas tellement qu'elle soit une femme, c'est qu'elle représente l'antithèse de ce qu'elles sont venues chercher sur cette île. Elle se retrouve face à une femme qui n'est pas toute jeune. Et elles se disent, mais est-ce que nous nous serions fait rouler? Pourquoi n'applique-t-elle pas à elle-même la cure qu'elle est censée nous prodiguer? Elle a ses failles aussi. Elle a ses failles aussi. Est-ce qu'on veut en dire plus? Il ne faut pas en dire plus. Non, peut-être pas. Mais un personnage qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est la fumeuse de pipe. Ah, c'est mon personnage préféré. Donc... La vieille dame qu'elle a au bord de mer, dans son cabanon. Exactement. C'est le plus joli personnage. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte après, elle s'appelle Zoïade, de Zoé et Yad. La vie, Zoé, et Yad, c'est cette petite main qui lit la Torah, enfin d'ailleurs qui lit la Torah. Et donc elle montre la vie. Elle est centenaire, elle est toute ridée, elle n'a plus beaucoup de dents, même peut-être pas du tout, et elle passe ses journées à fumer des choses improbables dans une pipe, et tout en rigolant et en proférant des maximes un peu absurdes. Et elle représente surtout, je me suis rendu compte après, le plaisir de devenir très âgée. Et elle montre le chemin vers vieillir, c'est aussi devenir plus léger. C'est aussi ne plus se soucier de l'apparence. C'est être capable de prendre du plaisir de l'instant. En fait. Une contemplative. Une contemplative, oui, une vraie. Une juive errante. Alors, je ne sais pas si c'est une juive errante, parce que la juive errante, je l'ai déjà mise en scène abondamment avec la mémoire du monde. Et Zoïade, elle est, en tous les cas en apparence, très ancrée, puisqu'elle est sur cette île, sur son petit port, et elle paraît éternelle là. Elle paraît là de toute éternité et faite pour rester là éternellement. Donc elle n'est pas très, très errante. Quant à Juive, évidemment le fait que j'ai choisi Yad pour elle, mais rien n'est dit dans ce sens. Donc Zoïade, en fait, elle me permet d'inventer un mot, puisqu'en français il existe deux mots qui disent l'envie de jeunesse, le jeunisme, et la discrimination du grand âge, qui est l'agisme.
Mais aucun mot ne dit le plaisir de vieillir, comme si c'était impossible qu'on ait plaisir à vieillir. Enfin, et quand on n'a pas de mots, on n'a pas le concept. C'est ça que vous vous amusez avec les autres personnages dont on ne va pas développer. Parce que là aussi, c'est très amusant de voir comment vous les avez animés. Oui, parce que j'avais aussi envie que tous... Enfin, ça s'est fait assez naturellement, mais toute cette île est étrange. Oui. Et surtout, Sydney se rend compte qu'elle a un rapport au temps qui est extrêmement banal, c'est-à-dire le temps est linéaire, on vieillit, le temps passe... Et sur cette île, tout le monde lui dit mais non, mais le temps n'existe pas. Enfin, et elle ne comprend pas pourquoi le temps est figé. Elle ne comprend pas qui sont ces gens qui habitent l'île. Et oui, j'en reviens quand même à mes mots. Jeunisme, agisme. Donc il fallait trouver un mot pour dire ce plaisir de devenir très âgé. Et le zoïadisme m'y a aidé. Et à partir du moment où j'ai le mot, je peux avoir le concept. Donc l'idée qui va avec. Le passeur. Alors, le passeur... Parce que donc c'est le personnage du départ aussi. Oui, celui qui ressemble à Lankou. Oui. Et mystérieux, hein. Mystérieux, et il faisait un peu comme un grand hibou, comme ça. Voilà, avec sa cape, et son grand chapeau. Ses chaussures pointues. Voilà. Oui, bah, il fait partie de ces... Il est plus une silhouette d'ailleurs qu'un personnage, il fait partie de ces gens étranges qui déambulent sur cette île. Pas de communication. Alors une île vraiment séparée du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de communication, et pour une raison que l'on comprendra, parce qu'en fait tout trouve son sens, c'est ça l'idée, c'est que c'est pas de l'étrangeté juste pour de l'étrangeté, c'est-à-dire que tout finit par être expliqué et trouver son sens. Dans l'année en fait, qui sont des jours spécifiques, je ne vous dirai pas pourquoi, mais qui sont des jours importants dans l'imaginaire celtique, et pas que celtique d'ailleurs. Et voilà, et ces jours vont être importants dans ce roman. Eh bien, Stéphanie, je vous remercie beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous. J'ai passé un agréable moment. Moi aussi. Les lecteurs vont sûrement bien s'amuser, parce que je dois dire, il y a mille et une choses encore à découvrir entre les lignes. Amuser, j'aime bien ce mot, parce que moi je me suis amusée en l'écrivant. Moi je me suis amusée en le lisant aussi. Surtout dans la description des personnages, qui sont chaque fois décrits de façon pétillante, et on redécouvre au fil des pages, évidemment, des petits morceaux, des petites ajouts un petit peu sur le caractère de ces gens. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.